Merci à vous de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce vendredi sur A12. Voici les titres du journal. 6,6 milliards de dollars, ce sont les chiffres hallucinants qu'a réalisé Total Energy ces derniers mois en termes de bénéfices, des super profits que le groupe doit en grande partie à la guerre en Ukraine. Plus de 70 000 civils auraient déjà quitté Kherson et ses localités environnantes selon les autorités pro-russes installées par Moscou. L'armée ukrainienne poursuit sa progression sur le terrain. Et lors du forum sur le rôle de la Russie dans le monde organisé par le club Valdaï, le dirigeant russe Vladimir Poutine a averti que le monde était entré dans sa décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les affaires sont florissantes pour le groupe Total Energy et cela se ressent dans les gigantesques bénéfices réalisés ces derniers mois, jusqu'à 6,6 milliards de dollars. Principal facteur de cette hausse vertigineuse des profits de la multinationale, la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Ukraine. Des précisions dans cet élément. Les derniers chiffres sont vertigineux. Au troisième trimestre, Total Energy a enregistré un bénéfice de plus de 6,5 milliards d'euros et plus de 17 milliards depuis le début de l'année. Un record dont se félicite le patron Patrick Pouyanné. Dans un contexte marqué par un prix du Brent à 100 $ le baril en moyenne et des prix du gaz exacerbés par l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie, Total Energy a su tirer parti de son modèle intégré, notamment dans le gaz naturel liquéfié, pour générer des résultats en ligne avec les trimestres précédents. Le géant français reconnaît que c'est la guerre en Ukraine et ses conséquences, autrement dit, la hausse des tarifs de l'énergie, qui lui permettent d'enregistrer de tels résultats. Des super profits, comme on les appelle désormais, sur lesquels une contribution exceptionnelle sera a priori prélevée, jusqu'à 33% sur les bénéfices réalisés en France. Pour le gouvernement, c'est donc une bonne nouvelle, mais à certaines conditions. C'est une bonne nouvelle si ils partagent la valeur dans l'entreprise. Vous n'en êtes pas certain ? Il y a eu des décisions qui ont été prises un peu dans la douleur ces dernières semaines sur des revalorisations salariales après une grève qui a beaucoup impacté les Français. Donc s'ils partagent la valeur dans l'entreprise, si ils font baisser la facture des Français, je rappelle qu'il y a eu ces derniers mois une ristourne qui a coûté 500 millions d'euros, et si ils investissent en France, notamment dans le secteur des renouvelables. Sur le partage de la valeur dans l'entreprise, Total Energy a signé un accord pour augmenter les salaires. Des hausses que certains jugent insuffisantes. Scène surréaliste sur les marches du Palais Brongniart ce jeudi à Paris. Des militants écologistes répondant à l'appel de 3 ONG environnementales ont investi le parvis de l'édifice à l'occasion du Climate Finance Day pour dénoncer le financement par BNP Paribas d'activités liées aux énergies fossiles. Le reportage. À Paris, des militants écologistes ont pénétré dans l'enceinte du Palais Brongniart pour dénoncer les investissements de la banque BNP Paribas dans les énergies fossiles. Une quarantaine de militants des associations écologistes Les Amis de la Terre et Alternatives à Paris ont déversé de la peinture noir pétrole sur les marches du siège de la Bourse de Paris. Alors, on est venu aujourd'hui à l'occasion du Climate Finance Day, qui est un rassemblement de tout un tas d'acteurs financiers privés, au cours duquel en fait, ils viennent s'acheter une conscience écologique, parler de leurs engagements pour le climat, quand derrière, il n'y a aucune politique vraiment ambitieuse qui est mise en œuvre pour respecter, pour limiter l'aggravation du dérèglement climatique. Les 3 ONG Oxfam, Les Amis de la Terre et Notre Affaire à tous accusent BNP Paribas de manquer à son devoir de vigilance sur les risques environnementaux et menacent la banque d'une action judiciaire. De son côté, la banque assure que la production de pétrole et de gaz ne représente plus qu'1,3% des crédits qu'elle accorde. En Italie, une attaque au couteau perpétrée à Milan a fait un mort et plusieurs blessés. L'assaillant serait un détraqué mental selon les premières indications fournies par la police. En Italie, un homme a poignardé plusieurs personnes dans un centre commercial au sud de Milan, faisant un mort et 4 blessés. Les médias locaux évoquent l'acte d'un Italien de 46 ans souffrant de troubles psychiatriques. Il s'est saisi d'un couteau en rayon avant de s'en prendre à plusieurs personnes autour de lui. Il a été interpellé par la police. La région de Kherson, située au sud de l'Ukraine, continue de se vider de ses populations. Plus de 70 000 civils auraient déjà été évacués par Moscou en une semaine en raison de l'avancée des troupes ukrainiennes. Quoi ?
Les troupes ukrainiennes sont aux portes de Kherson, la plus grande ville sous occupation russe dans le sud-est du pays. Mais la contre-offensive de Kiev connaît un certain ralentissement en raison du temps humide et du terrain. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a toutefois affirmé que les forces de Kiev continuaient de maintenir la pression sur les troupes russes. Face à l'avancée de Kiev, Moscou s'organise et réagit. Les autorités d'occupation pro-russes ont commencé le 19 octobre ce qu'elles appellent les évacuations de civils sur place. Le chef de l'administration de l'occupation russe, Vladimir Saldo, a déclaré ce mercredi que plus de 70 000 civils auraient déjà quitté leur domicile en une semaine. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a supervisé mercredi depuis une salle de contrôle l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Le même jour, Moscou a répété à l'Inde et à la Chine ses allégations sur la préparation par l'Ukraine d'une bombe sale. Mercredi soir, le gouvernement slovène a déclaré que Moscou avait utilisé une photo provenant de Slovénie et datant de 2010 pour étayer ses accusations sur la bombe sale ukrainienne. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Moscou aurait utilisé environ 400 drones iraniens pour attaquer la population ukrainienne. Le monde est entré dans la décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces propos sont du chef de l'État russe Vladimir Poutine qui les tenait hier jeudi devant les participants au forum annuel sur le rôle de la Russie dans le monde organisé par le club Valdaï. Voici le point de nos confrères d'Euronews. Pour Vladimir Poutine, l'invasion russe de l'Ukraine s'inscrit dans un changement tectonique de l'ordre mondial et la planète est entrée dans la décennie la plus dangereuse depuis 1945. Le chef du Kremlin a exprimé son point de vue lors d'un forum de discussion sur le rôle de la Russie dans le monde. La période historique de domination sans partage de l'Occident touche aujourd'hui à sa fin. Le monde unipolaire devient une chose du passé. Nous sommes à un tournant historique. La décennie à venir sera probablement la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux yeux de Vladimir Poutine, l'Occident essaie désespérément de diriger le monde et la plupart des peuples ne peut l'accepter. À tout cela s'ajoute la destruction des gazoducs européens. Cela dépasse l'entendement. Mais néanmoins, nous sommes témoins de ces tristes événements. Le pouvoir sur le monde est exactement ce que, soi-disant, l'Occident a misé dans son jeu. Mais ce jeu est certainement dangereux, sanglant et, je dirais, sale. Le conseiller du président ukrainien Mikhailo Podolyak estime que le président russe voit la réalité dans un miroir inversé. Mikhailo Podolyak ajoute par ailleurs que celui qui sème le vent récolte la tempête et que la tempête approche. De leur côté, les États-Unis relativisent la menace russe en la comparant aux défis durables que leur pose la Chine. La stratégie nationale de défense considère la Russie comme une menace aiguë. Nous avons choisi le mot aigu avec soin. À la différence de la Chine, la Russie n'est pas en mesure de défier profondément sur le long terme les États-Unis. Lloyd Austin estime possible le risque d'une escalade avec la Russie et prévient qu'en cas d'attaque nucléaire, la riposte serait importante. L'actualité en Afrique est marquée par la tension toujours vive en Libye qui rend pratiquement impossible l'organisation d'élections apaisées. Pas question pour l'ONU d'encourager la tenue d'un scrutin présidentiel sans avoir au préalable réunifié les deux gouvernements rivaux. C'est ce à quoi s'attelle justement l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Bathily. Selon le premier rapport du nouvel émissaire des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, l'urgence dans ce pays d'Afrique du Nord est de réunifier les membres de l'exécutif pour entamer le processus de transition. Cependant, les efforts visant à résoudre les questions liées à la base constitutionnelle des élections ne semblent pas conduire à une action concrète de la part des acteurs concernés, ce qui retarde davantage les perspectives de tenue d'élections inclusives, libres et équitables.
Depuis mon arrivée en Libye, j'ai entamé une série de consultations avec un large éventail d'acteurs politiques, sécuritaires et économiques libyens, ainsi que des représentants de la société civile de toutes les régions du pays, afin de mieux comprendre les défis actuels, les solutions possibles et les aspirations du peuple libyen. Depuis mars 2022, la Libye est dirigée par deux gouvernements. Le premier ayant à sa tête Fathi Bachaga, désigné par le Parlement, et le second gouvernement, dirigé par Abdulhamid Beiba. Abdoulaye Bathily, sous pression de l'ONU, aura la tâche difficile de renforcer la sécurité nationale à travers diverses rencontres entre les différents acteurs institutionnels et la société civile pour comprendre les défis actuels et parvenir à un accord politique pouvant mener au scrutin général. La situation politique et humanitaire en Libye se dégrade. Il y a une situation politique accentuée par le bicéphalisme au niveau de l'exécutif libyen avec le Premier ministre. Et voilà autant d'obstacles qui constituent des pesanteurs dans l'agenda diplomatique international. Donc, il est important aujourd'hui que nous allons très vite venir à l'unification d'un gouvernement unifié qui prend en compte toutes les sensibilités et les tribus libyennes pour pouvoir élaborer un plan de sortie de crise qui va permettre alors d'aboutir à des élections crédibles et incontestables. La date de la tenue d'élections parlementaires et présidentielles n'a pas encore été arrêtée. Toutefois, les Libyens aspirent à ce que ce scrutin contribue à mettre fin à un conflit armé fratricide qui déchire la Libye depuis 2011. La construction de la première usine de production de biomasse en Côte d'Ivoire a été lancée le 25 octobre dernier à l'est d'Abidjan. Il s'agit pour le pays d'assurer une transition énergétique solide à l'horizon 2030. À l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire veut assurer 42% de sa production électrique grâce aux énergies renouvelables. Dans cette dynamique, le pays a lancé le chantier de construction de sa première usine de biomasse le 25 octobre 2022. Le projet coûtera plus de 200 millions d'euros pour une capacité de production de 46 MW dans la localité d'Ayebo, à environ 100 km à l'est d'Abidjan. De plus en plus de pays se tournent vers les énergies renouvelables pour une réponse à l'urgence climatique et à l'indépendance énergétique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire par exemple. Cette pratique permet au pays de contribuer à une réduction d'émissions de gaz à effet de serre et surtout de favoriser la maîtrise à long terme de sa facture énergétique. La future usine de biomasse aura un impact multiforme sur les populations ivoiriennes. Outre l'amélioration de la fourniture électrique, des experts prévoient un accroissement de 20% des revenus de 12 000 agriculteurs dans la région d'Ayebo. La centrale de biomasse a besoin de 520 000 tonnes de déchets d'huile de palme pour faire fonctionner ces deux turbines de 23 MW chacune. Le revenu des agriculteurs va bien évidemment augmenter car la centrale sera alimentée essentiellement par des déchets agricoles. Les énergies renouvelables valorisent les ressources des territoires et génèrent de l'activité avec à la clé des emplois locaux et non délocalisables et des moyens peu coûteux pour s'approvisionner en énergie. Avec 12 millions de tonnes par an, la Côte d'Ivoire est l'un des plus importants réservoirs de biomasse d'Afrique. La Côte d'Ivoire pourrait produire 748 MW d'électricité à partir de la biomasse d'ici 2030. 15 projets de centrales de biomasse sont inscrits dans le plan d'action national des énergies renouvelables 2016-2030 du pays. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel a été célébrée en Côte d'Ivoire hier jeudi autour du thème « L'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles ». Cette journée était parrainée par l'honorable Abou Faustin, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. À l'instar des 94 pays membres de l'UNESCO, la Côte d'Ivoire célébrait dans la faveur ce jeudi 27 octobre la 14e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel autour du thème « L'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles ». Tous les intervenants ont été unanimes sur le fait que, sans mémoire, il n'y a pas de culture, ni de civilisation, ni de société et d'avenir. Le président de la Fédération ivoirienne des créateurs conservateurs d'images fixées donne les raisons de la célébration de cette journée. Les archives sont en moi comme les nerfs de mon corps. Je sens les archives. Sans les archives, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas une nation. Sans les nerfs d'un corps, nous serons tous comme des vers de terre qui traînent par terre.
L'UNESCO, structure onusienne initiatrice de cette journée, a réaffirmé son engagement à la préservation du patrimoine audiovisuel dans nos États. Que serait le monde sans enregistrement des traces de notre passé? Le lauréat du prix Nobel Elie Wiesel nous offre une réponse. Sans mémoire, il n'y a pas de culture. Sans mémoire, il n'y a pas de civilisation, pas de société, pas d'avenir. L'honorable Abou Faustin, parrain de cette 14e édition en Côte d'Ivoire, a fait un plaidoyer auprès des populations et décideurs à s'approprier cette journée. Du haut de cette tribune, je voudrais inviter les décideurs, tous les décideurs de ce pays, que ce soit l'exécutif, le législatif, les collectivités et même la population, à s'approprier cette célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, consacrée par l'UNESCO en sa 33e session le 27 octobre de chaque année. Cela implique naturellement un accompagnement. Voilà pourquoi je suis là. Un accompagnement. L'accompagnement moral, l'accompagnement intellectuel, l'accompagnement technique et l'accompagnement financier. Cette journée est célébrée chaque 27 octobre et invite les États à s'inscrire dans la conservation des œuvres audiovisuelles. La CGC Academy s'est ouverte depuis hier jeudi à Abidjan sous la présidence du vice-président ivoirien Koné Mélié. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs pays. L'Alliance du patronat francophone était l'invité spécial de cette 10e édition qui se poursuivait encore ce matin avec des panels. On referme ce journal avec ce mot de culture. Toujours en Côte d'Ivoire, l'association panafricaine des acteurs et professionnels des arts vivants, en abrégé RASFSA, vient d'être portée sur les fonds baptismaux suivant cet élément. Les acteurs des arts vivants réunis au sein de l'association panafricaine RASFSA ont procédé à l'investiture du président ce mercredi 26 octobre à la salle de conférence du musée Adamantoum d'Arad à Bobo, sous le parrainage artistique de Abbas, comédien et humoriste. Le président donne les motivations de création de ce réseau. Nous avons créé cette structure juste pour parler union d'abord et puis parler d'échange de compétences. Nous avons tous les artistes qu'il faut en Côte d'Ivoire, ici à Bobo. Pour réussir dans l'art, il faut passer par Bobo. Et c'est la seule commune qui a un centre d'action culturelle et qui vient d'avoir un musée. Alors pourquoi ne pas utiliser toutes ces facettes-là et puis travailler ensemble? La cérémonie a vu la participation des acteurs de tout milieu. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce vendredi. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour la grande édition sur A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.